Donc, bonjour à tous. Dans cette capsule-là, on va voir un peu des types de données un peu plus complexes qu'on va utiliser durant le cours. Puis ces données-là, en fait, ils sont dans Python, ils sont associés à des librairies externes, donc la librairie NumPy et la librairie Panda. Donc, on va voir un peu qu'est-ce que c'est en fait ces librairies externes-là. Donc, au préalable, vous devez les avoir téléchargés, donc installer le package dans votre environnement virtuel. Donc, dans Anaconda Navigator, vous devrez avoir installé NumPy et Panda. Donc, NumPy, qu'est-ce que c'est? C'est une librairie externe de Python pour, ça veut dire en fait Numerical Python. C'est une librairie fondamentale pour le calcul scientifique dans Python. Donc, c'est essentiellement en fait des calculs vectoriels et matriciels. Donc, c'est un peu une copie un peu de la puissance de MATLAB, mais gratuit dans Python. Puis, ça est basé sur son objet, donc la fameuse NumPy array en fait. Donc, c'est un peu ça qu'on va euh, explorer aujourd'hui là dans cette capsule, c'est la NumPy array. Donc, à chaque fois qu'on veut utiliser NumPy, au début de notre script, dans notre console, ben, il faut importer. Donc, on importe NumPy as NP. NP, en fait, NumPy, c'est le nom de la librairie. Puis NP, en fait, c'est le diminutif utilisé dans le script. Donc, dans le script, on va souvent faire NP. Par exemple, array. Donc là, on signifie à Python, en fait, que là, on utilise la librairie NumPy. Donc, le NumPy array, qu'est-ce que c'est? C'est une structure de données contenant une séquence de valeurs. Donc, ça ressemble un peu à une liste. Ça va être indexé numériquement comme une liste. Par contre, elle peut avoir plusieurs dimensions. Puis, ben, un peu comme une liste, mais la gestion de la dimension dans un NumPy array est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus rapide en termes de calcul et beaucoup plus grosse en fait. Donc, par exemple, si on veut faire du calcul matriciel ou faire des calculs sur des images, par exemple, comme la télédétection, ben, le NumPy array va être beaucoup plus efficace au niveau calcul, donc dans l'ordinateur. Donc, ça va être beaucoup plus rapide de faire des calculs. Donc, moins lourd en mémoire, plus grande vitesse de calcul. Donc, quand je veux créer un NumPy array, donc, par exemple, je veux créer un NumPy array en une dimension à partir d'une liste Python, par exemple. Bon, AR1D, ça va être le nom de notre variable, est égal à np.array. Donc, ici, c'est la fonction de création pour faire un NumPy array. Puis, je mets le diminutif NumPy, donc np.array. J'ouvre la parenthèse. Puis là, ce que je lui mets, en fait, je lui mets une liste Python, en fait. Je peux le créer comme ça. Il existe plusieurs façons de créer des arrays, mais ça, c'est un exemple. Donc, j'ai ma liste Python qui est de 1 à 9, par exemple. Je peux également utiliser la fonction linspace. Donc, il va me créer, en fait, un array de 0 à 10, donc vers le départ, vers de fin, avec 21 itérations. Nombre de valeurs. Je peux utiliser np.arange qui va être, mettons, un peu la même chose, sauf qu'au lieu d'indiquer le nombre de valeurs qu'on veut, je vais lui indiquer la séparation. Donc, exemple, je veux de 0 à 10. Donc, je vais faire 0,10,1. Donc là, il va me faire une itération de 1. Donc, il va me faire 0, 1, 2. Je peux dire 0,1. Donc là, il va me faire une itération de 0,1 pour se rendre à la valeur de fin. Donc, il existe plusieurs façons de créer des arrays NumPy. Donc, ici, on voit donc la shape, les dimensions, la forme en fait de ces arrays-là. Donc là, ici, on a un array classique en une dimension. On a un array en deux dimensions. Donc ici, on a la première dimension, qui est une dimension un peu colonne, puis avec les rangées. Dans le code, en fait, c'est comme ça qu'on va se voir, en fait. Pour savoir si j'ai deux dimensions, c'est un peu comme les listes. Je vais avoir deux crochets au départ. Pour avoir la première dimension comme ça. Puis la deuxième est comme ça ici. Là, je peux faire trois dimensions également. Donc là, je vais avoir trois crochets au départ. Donc là, ici, la première array, mettons la rouge, ce serait celle-là ici. Là, j'ai un autre crochet ici qui finit. J'aurais la deuxième comme ça, la verte, puis la bleue qui est derrière.
Donc oui, on peut avoir plusieurs dimensions. C'est sûr qu'au niveau de l'écriture, ça devient un peu plus complexe. C'est rare en fait là, qu'on va écrire manuellement des arrays. Souvent, on va l'importer. Euh, Quand on va importer par exemple des TIFF ou des images satellitaires ou d'autres choses. Donc, on va avoir des librairies en fait qui vont nous construire nos arrays. Puis qu'on va voir un peu plus tard là, lorsqu'on va intégrer un peu plus de spatial et de temporel. Mais sachez que c'est comme ça en fait qu'ils sont construits en fait. Donc derrière, il va toujours avoir un numpy array. Mais on va utiliser des fonctions plus élaborées qui vont faire la lecture et qui vont nous faire la création. Donc on n'aura pas besoin de taper le nombre de dimensions. Donc ce qui est intéressant aussi de numpy array, c'est que les opérations sont dites element-wise. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire qu'on peut également additionner une valeur à un numpy array. Donc l'addition va se faire element-wise à chaque élément. Donc par exemple, si on additionne deux listes ensemble, il n'équivaut pas à additionner deux numpy array ensemble. On va aller voir un peu qu'est-ce que ça donne. Oups. On voit, première erreur, name np is not defined. Ça veut dire que numpy il ne sait pas c'est quoi. Ça veut dire que je ne l'ai pas importé. Donc si je vais rajouter une cellule, je vais faire import numpy as np. Quand je veux envoyer une console, je pense que je ne l'ai pas dit, c'est CTRL-SHIFT dans Jupyter. Donc ici, je vais renvoyer. Donc ici, qu'est-ce que je disais en fait, c'est que j'additionne. Non, pardon, c'est des listes. Donc la différence entre une liste et un array. Ici, j'ai créé une liste numérique, deuxième liste numérique, je vais les additionner. Ce qu'on a dit, c'est qu'il va les coller ensemble lorsqu'on a des listes. Là, la différence avec un numpy array, c'est que comme j'ai dit, il va faire du element-wise. Donc ici, je crée la même liste. 1, 2, 3, 4, puis 1, 1, 1. Lorsque les additionne, ça ici, c'est la liste résultante de mon addition de mes listes Python. Et ici, 2, 3, 4, 5, c'est mes arrays en fait. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a additionné l'élément 1 du premier array avec l'élément 1 du deuxième. Donc il a fait 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, 4 plus 1 pour avoir 2, 3, 4, 5. Donc les arrays, en fait, lorsqu'on va lui donner un array à 4 éléments, puis un autre avec 4 éléments, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va nous sortir un troisième array à 4 éléments aussi. Donc, il ne va pas les coller ensemble. Donc, c'est un peu la particularité de numpy array, donc l'opération matricielle. Donc, si, exemple, je veux faire une soustraction de raster, exemple, ce qu'on fait aussi en détection puis en géographie. Exemple, je veux avoir ma hauteur d'arbre. Ben, j'ai un MNT de terrain, puis j'ai un MNS de surface. Donc j'ai la surface des arbres, la surface du terrain. Ce qu'on veut faire en fait, c'est qu'on veut soustraire les deux. Donc on veut être element-wise. Donc le numpy array nous permet de faire ça en fait. Donc il va vraiment les stacker en fait un par-dessus l'autre ou vraiment aller chercher, s'assurer en fait qu'on additionne vraiment l'élément 1 avec l'élément 1. Donc ça, c'est la première particularité d'un numpy array. Donc là, ici, je vous montre différents types de numpy. Donc ici, je fais un array à 2 dimensions. Donc ici, j'ai un array de 0 à 50. Là, je lui demande, je veux qu'il me le reshape en fait pour avoir une dimension en rangée. Donc ici, je mets 6, 1. Donc là, il va en fait prendre le array qui était comme ça, il va le switcher en fait dans l'autre dimension. Donc je peux bouger un peu avec les formes. Je peux lui demander aussi c'est quoi sa shape si je suis un peu perdu. Donc ici, ce array-là, je lui demande c'est quoi ta shape. Il me dit 3, 0. Donc 3 colonnes rangées. Ben, rangées.
ce que je peux faire aussi, je peux faire ce qu'on appelle le broadcast. Donc, je vais faire A0 plus A1. Donc, je vais faire ce array-là, qui est ici, plus lui, en fait. Puis là, ce qu'il va faire, c'est ce qu'on appelle un broadcast. Il va créer, en fait, ce array-là, résultant, en fait. Donc, ce qu'il va faire, c'est que c'est comme si j'ai un array en rangée, puis un array en colonne. Puis là, en fait, il va additionner mon array de colonnes à chacun des éléments de mes rangées. Donc ici, tu vois, il additionne 0, 1, 2 à 0, donc ça me donne 0, 1, 2. Puis là, il additionne 0, 1, 2 à 10, donc il additionne 0, 1 à 10, donc ça va faire 11, 12 pour ça en fait. Donc c'est ça un peu le broadcast en fait. Deuxième propriété des NumPy array. Donc il va broadcaster, en fait, il va propager les différentes shapes, en fait. Donc, ici, on a un exemple là, que vous pouvez vous référer là, si jamais vous voulez faire un peu du broadcast. Donc, c'est un peu les autres propriétés. En fait, ça vient au calcul matriciel et au calcul vectoriel que vous avez peut-être vu dans vos cours de mathématiques au cégep. Mais là, on a un outil pour le faire numériquement, en fait. On va aller voir la deuxième librairie externe, donc une librairie externe qui s'appelle Panda. C'est une autre librairie fondamentale, on s'éloigne un peu du calcul matriciel. C'est une librairie qui est fondamentale pour organiser, faire du traitement, de manipulation de données. Ça ressemble beaucoup à R en termes de logique, puis son objet fort de la librairie Panda, c'est le data frame. Pensez à un chiffrier Excel avec vraiment des rangées puis des colonnes, mais là, ça va être dans Python. Donc, comme je veux dire, colonne rangée. Puis, un autre objet qui est très important, en fait, c'est le Panda Series, en fait, qui est essentiellement. C'est comme si on avait un data frame, mais de juste une colonne, donc juste une variable, mais qui va être indexée par rangée. Puis, pourquoi Panda, en fait, c'est très très puissant, en fait, c'est qu'on peut vraiment gérer exactement comment qu'on veut, les colonnes, l'indexation. Puis on va le voir un peu plus tard dans le bloc temporel. Ben, on peut également gérer l'indexation au niveau temporel. Donc on peut lui dire une date et une heure. Et lui va le savoir. Il va savoir en fait entre les deux rangées, est-ce que j'ai une heure d'intervalle ou une seconde ou 30 minutes. Donc ici, les colonnes en fait sont ici dans notre data frame. Puis ensuite j'ai mes rangées. Vraiment, pensez vraiment à un data frame, un chiffrier Excel. D'ailleurs, on va pouvoir importer des chiffriers Excel, des CSV dans Panda. Il y a vraiment une fonction read CSV. Puis on a vraiment des puissantes fonctions de requête, d'organisation, de traitement, de sélection, de manipulation. Donc on peut inverser nos tableurs, on peut sélectionner, ok, sélectionne-moi juste les rangées dont j'ai tel nom de joueur, tel nom d'équipe, si je me fie à ça ici, dont l'âge est plus petit que 21. Donc il y a vraiment des grosses fonctions de requête. Donc c'est vraiment un objet très très puissant d'organisation. Donc si plusieurs méthodes à partir de listes, array ou dictionnaire ou un CSV ou un Excel pour vraiment créer des data frames. L'indexation de ces objets est faite par l'index des colonnes et des rangées. Donc ici, exemple, j'ai un dictionnaire comme ce que je vous ai montré, donc profil 1 qui est la clé avec les valeurs. Ben, il existe une façon en fait de créer, à partir d'un dictionnaire, de créer un data frame. Donc ici, c'est l'index en fait. Donc c'est l'indexation pour les rangées. Puis l'indexation pour les colonnes, c'est un peu comme des clés d'identification, un peu comme un dictionnaire. Donc profil 1. Donc ici, on voit notre profil 1 qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais on va venir il va venir se mettre ici dans nos rangées. Profil 2. Puis, si je veux sélectionner, exemple, cette valeur-là, ben, c'est comme dans un dictionnaire. Je vais écrire D pour notre data frame,
ouvre les crochets profil 1. Donc là, je réfère à ma colonne. Un autre crochet 1 pour l'index numéro 1, je vais aller chercher ma donnée 2. Je peux également juste aller chercher ma rangée. Donc je vais la ranger au complet. Je vais crocher 1. Ou je veux ma colonne au complet, profil 1. Dépendamment qu'est-ce que je vais aller chercher comme information. Donc si je veux créer un data frame à partir d'un fichier CSV, je vais utiliser la fonction read CSV de Panda. Puis cette fonction va nécessiter un file path. Donc qu'est-ce qu'un file path? C'est un chemin d'accès de votre fichier dans votre ordinateur. Donc le file path peut être absolu ou relatif à votre répertoire de travail. Donc cet exemple, ça va être un peu complexe, mais si vous avez ouvert votre environnement est dans un site de fichiers, bien, vous pouvez avoir ce chemin-là en fait ça va être relatif en fait. Donc il ne part pas du début de votre ordinateur, il part de votre environnement de travail. Là ici on a un file path. Donc ici c'est la notation Linux parce que moi j'ai un ordinateur Linux. Vous allez avoir une notation Windows ou Mac, dépendamment de ce que vous avez chez vous. Donc home, c'est vraiment ça, c'est le début en fait de mon file path. Home, Francis, document, ECAR, non. Puis là en fait quand je vais écrire ça dans mon notebook, ben il va savoir, Python va savoir exactement où aller chercher mon CSV. Donc comment on fait pour savoir en fait mon fichier où? Ça va être la même chose un peu pour dans Windows, je vous le montre dans Linux. Mac aussi c'est pareil. Par exemple, ECAR, cours, data exemple. Mettons, je veux celui-là. Je vais faire clic droit, propriété. C'est la même chose dans Windows, c'est juste pas le même visuel. Parent folder. Aussi, je clique 2 fois. Copier-coller. Donc là, j'ai le file path, puis j'ai le nom du fichier. Quand je mets les deux ensemble, en string, ben là maintenant, je sais où dans mon ordinateur, c'est ce que je peux dire à Python. Donc je vous montre qu'est-ce que ça donne ici. Donc j'ai df csv pd panda.read csv avec le nom de mon file path ici en string. Là en fait j'ai un CSV en fait qui vient de lire, donc on voit le nom de mes colonnes dans mon CSV, le nom de mes rangées. Puis ça en fait c'est un fichier d'observation de GPS, de GNSS. Donc j'ai le nom de mon point, mes latitudes, mes longitudes, mes élévations, l'heure en fait à laquelle j'ai pesé en fait pour avoir l'observation à laquelle j'ai fini. Solution status, on va le voir plus tard dans GNSS, mais c'est la façon en fait que le point est collecté. Fixe, ça veut dire que c'est bon là, si vous êtes vous avez un centimètre d'erreur. Si vous avez float ou je me rappelle plus du troisième, ça c'est moins bon en fait, c'est que votre GNSS il n'a pas été capable d'avoir une bonne solution. Donc il n'est pas capable d'avoir une petite erreur. Antennaide. Donc ça c'est vraiment ma rangée, mes colonnes que j'ai importées de mon CSV. Puis là, on va parler un peu de slicing en fait. Donc là, ici, je vais aller chercher différentes en fait élévations. Pas élévation, en fait, je vais aller chercher des rangées. Donc ici, je vais chercher les deux premières rangées en fait. Donc point 1, point 2. Quand je viens slicer en fait. Donc le slicing, c'est j'ai le nom de mon CSV, mes crochets, 0, 2.2, donc il va aller chercher la rangée numéro 1, numéro 2, puis il va exclure la troisième. Donc on rappelle, Python ça part à 0, donc j'ai la rangée 0, la rangée 1, donc il va aller chercher les deux premières, puis dans le slicing Python, le troisième, le numéro 2, il l'exclut. Puis là, si on veut rajouter quelque chose à notre slicing, ben là, je sais que finalement, moi je veux pas la ranger au complet, je veux pas toutes les colonnes, je veux juste la colonne élévation. Donc je rajoute
crochet élévation, crochet 0, 2.2. Donc là, il va me chercher que en fait l'élévation qui est ici en fait, que les valeurs. Si je veux, là lui, Python il me crée une colonne index en fait. Puis là il a pris la colonne index. Puis on voit en fait en gras en fait c'est le nom des index de colonnes, donc les noms. Puis en gras ici c'est l'index que Panda a créé lui-même. Si mettons je voudrais changer ça en fait, j'étais comme je voudrais mettre un autre type d'index parce que moi j'en ai créé un, ou je voudrais mettre un objet, un index temporel exemple. Mais on va le faire ici, donc je fais tf csv.setIndex. Donc je dis ok là c'est moi qui dis ton index. Prends la colonne collection start. Puis là ce qu'on voit, si vous voyez que en index, en gras, maintenant on a la date, l'heure, qui va venir en fait indexer. Donc si je veux faire une référence, si je veux venir chercher, je peux plus juste, je peux prendre l'index numérique, mais je peux aussi venir prendre l'index temporel en fait qu'on a créé. On va aller voir, dans une autre capsule, on va aller un peu plus loin dans l'index temporel, mais ce que ça va nous permettre de voir en fait, c'est on peut voir en fait, lorsqu'on a une indexation temporelle, c'est quoi le temps en fait qu'il y a entre nos deux observations. T'sais. Parce que là, ici, on n'a aucune idée en fait il y a combien de temps. Ben là, on vient de le mettre, mais si on avait 0 à 1, ben lui, il ne peut pas savoir est-ce qu'il y a d'autres observations, c'est quoi le temps qu'il y a entre les deux. Donc ici, quand on vient en indexation temporelle, on pourra faire des requêtes temporelles. On va voir que ça devient beaucoup plus puissant en fait. Si on veut, par exemple, échéantionner aux heures, ou downscaler, ou faire d'autres choses temporelles. Ici, je vous montre comment sélectionner par une colonne rangée. Puis, si je veux une rangée et plus bas, par exemple, je veux skipper les deux premières. Donc ici, ce que je fais, c'est que je fais longitude. Donc j'ai marqué la colonne longitude. Puis je slice deux points, comme mes crochets. Donc là, ce qui va aller, c'est qu'il va aller à partir d'ici. Celle-là. Puis il va aller jusqu'en bas. D'accord. Donc c'est un peu comme ça l'indexation. Je peux aussi en fait venir avoir des axes, en fait, venir assembler en fait quand calculate puis append c'est le terme anglais là, si jamais vous tapez ça sur Google pour avoir de l'info, ben, ça va être ces termes là. Donc je peux assembler en fait des data frames selon différentes logiques. Donc je peux mettons je sais pas moi j'ai deux data frames qui ont le même nombre de rangées, ils n'ont pas les mêmes colonnes puis je veux les coller ensemble en fait. Donc dépendamment comment je vais les assembler. Donc si je fais l'axe 0, c'est dans le sens des rangées. Puis axe 1, c'est dans le sens des colonnes. Puis je peux également aller plus loin avec des clés d'identification, un peu comme la logique SQL si j'avais vu ça dans vos cours de GIS. Donc, excusez, c'est rapide, mais ça ne prend pas en compte justement ces clés-là. Donc ce que ça fait, ça vient uniquement stacker, en fait, donc coller ensemble des data frames qui ont la même structure. Donc c'est-à-dire que si on veut faire un stack dans l'axe des colonnes, ben, il faut qu'on ait exactement le même nombre de rangées et vice-versa. Si on veut un stack en rangées, ben, ça prend exactement le même nombre de colonnes. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, on peut faire la même logique que dans SQL. Donc, on peut faire des outer join, des inner join. Puis, dépendamment, en fait, si on veut utiliser les clés ou pas. Donc ça fait le tour en fait là, des différents types de données. Donc on a vu dans l'autre capsule un peu les integers, les floats, les listes, les dictionnaires. Là, on a vu un peu les data frames puis les NumPy arrays. Donc c'est un peu la généralité en fait des données qu'on va voir. Là ensuite dans la prochaine capsule, on va voir un peu d'autres options classiques, les for loop, comment on peut faire pour parcourir ces données-là. Puis ensuite, on va voir en fait
qui est un peu la spécificité de la géographie. Ben, ok, ben, comment on peut utiliser ces données-là pour faire des traitements temporels et spatials, pour voir en fait qu'on va rajouter à ces structures-là des indexations temporelles et spatiales à ces données, à ces types d'objets-là. Donc ça fait le tour pour cette capsule-là. À bientôt.